à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo de fin de décennie. Et oui, l'année 2019 se termine et donc nous aurons mis fin à la décennie 2010 qui nous aura proposé des séries phénoménales, des séries catastrophes, des séries catastrophiques, des séries fantastiques, des séries géniales. Et également des films de grande qualité et des films de très médiocre qualité. C'est donc le moment de faire un regard dans le rétroviseur et de pouvoir se poser des questions sur cette décennie et ce qu'elle a apporté comme film. Alors bien sûr c'est une sélection très personnelle et j'ai décidé de ne pas vous sélectionner tous les films, on va dire, qui sont oscarisés, etc., donc on entendrait tout le temps parler pour les plus grands films de cette décennie. J'ai décidé de vous parler de ceux qui ont marqué la culture populaire, c'est-à-dire les films qui ont été beaucoup vus en salle, des films qui ont donc marqué, peut-être pour les mauvaises raisons d'ailleurs également, mais des films que donc les gens, si on leur demande les films, ils vont pas vous citer, je pense, le film oscarisé de 2013 ou de 2012. Ils risquent de vous citer plutôt des films populaires, des films qui ont fait des grosses entrées, des films popcorn, peut-être même d'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'on va essayer tous ensemble dans cette vidéo de se poser et de voir tous les films. Donc je l'ai fait par décennie, donc on va commencer avec la décennie 2010. Pour l'année 2010, j'ai donc décidé de vous citer 3 films. C'est vrai que j'ai réussi à vraiment faire un énorme tri sur cette année-là. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, mais pas des choses, pour moi, phénoménales. C'est une année qui est plutôt moyenne en termes de films. Il y a des films intéressants, il y a des films que je reverrai sans problème, mais vraiment, pour moi, les 3 films qui ont marqué et qui marqueront l'imaginaire collectif, je vais vous citer le premier. Il s'agit bien entendu de Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Et oui, c'était la fin de l'univers Harry Potter, alors on en parlera juste après parce que l'année d'après sera la fin définitive de l'univers Harry Potter. Mais l'année 2010 c'était le début, c'était l'enclenchement. Et c'était assez intéressant parce qu'à l'époque, Harry Potter était la grosse franchise avant qu'elle soit remplacée très clairement par les films Marvel qui ont pris la suite derrière. Et donc on est arrivé avec là le moment où tout le monde, en tout cas pour beaucoup qui avaient suivi cette saga, on était à peu près au même âge en fait pour ceux qui avaient commencé quand on était gamin avec le même âge qu'avaient Hermione, Ron et Harry. On avait le même âge qu'eux en fait. Et là on a vraiment vu une révolution avec Harry Potter. Et c'est pour moi la saga aura plus marqué les années 2000 que l'année 2010. Mais par contre on pourra dire que les années 2010 ont mis fin à cette saga phénoménale pour année 2010 de l'année 2011 comme je vous le dis, pour passer à d'autres sagas, en particulier les films Marvel. On passe ensuite à mon film préféré de l'année 2010, qui est une expérience folle, qui a été proposée au cinéma. Un truc génial, un truc fantastique. Il s'appelle Inception. Inception, c'est un film exceptionnel, interprété par mon acteur préféré de tous les temps, qui est Leonardo DiCaprio. J'aime énormément ce film. Et d'ailleurs, ce film, derrière, quand on avait vu Doctor Strange des années après, certains ont dit c'est le Inception de Marvel. Preuve qu'en fait, ça a créé un style. Et donc, pour moi, il a suffisamment marqué les esprits pour devenir une sorte de référence dans son domaine. C'est-à-dire une référence graphique. Scénaristiquement, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il a quelques défauts. Mais ceci étant dit, artistiquement parlant, c'est un film sublime. C'est un film que je vous recommande si vous ne l'avez jamais vu. C'est mon film préféré de l'année 2010 et sans aucune hésitation, je le considère vraiment comme un film exceptionnel. En sachant que j'aime beaucoup le Harry Potter, en particulier sur la relation entre Harry et Rogue, qui est un film génial que j'adore et que je vous recommande également, mais je pense que celui-ci vous l'avez forcément déjà vu. On passe ensuite au 3e film de l'année 2010 et c'est un film d'animation et c'est la fin également d'une trilogie qui aura un film plus tard, mais à ce moment-là on ne le savait pas, on pensait vraiment que c'était la fin. Il s'agit de Toy Story numéro 3. Toy Story 3 c'est un film qui a, à l'époque, moi en tout cas je l'avais trouvé phénoménal, j'avais trouvé ça génial, avec une fin à limite à te faire pleurer. Moi je crois que j'avais pas pleuré mais je sais que certains dans mon cinéma avaient la larme à l'œil. Et ça, je pense que c'est un film qui a marqué c'est un film pour moi qui va traverser parce que vu que on a eu un Toy Story 4, on a eu des Toy Story 1 et 2 dans la décennie précédente, ce qui veut dire que en fait c'est un film qui va traverser déjà 2 décennies. Donc c'est difficile de le placer. Mais là pour moi ça clôture également la décennie en fait des années 2000. Parce que c'est également une fin de saga, une fin de cycle. Comme Harry Potter est une sorte de fin de cycle. Et donc très clairement Disney a dû se réinventer. Ils ont misé beaucoup sur les films Marvel, ils ont essayé de faire d'autres franchises à succès, on en parlera pour certaines. Et donc pour moi en tout cas, c'était que mon avis, Toy Story 3 est vraiment un film marquant, un film marqueur de cette époque et de l'année 2010.
Et c'est un film très très bon, moi je vous le recommande, c'est un film que vous pouvez montrer à n'importe qui, voilà, parce qu'il n'est pas du tout enfantin, c'est un film qui peut plaire aussi aux adultes sans aucun problème. Il y a des vrais enjeux, il y a des vraies problématiques et je pense que ça peut marquer. Alors moi quand je l'avais vu, j'étais quand même relativement jeune, donc je pouvais, voilà, moi ça m'a marqué également, mais ça m'a marqué parce qu'aussi j'étais le public ciblé. Et donc, bah voilà, c'est un film exceptionnel qui a pour moi marqué l'année 2010. On va passer à l'année 2011. Alors l'année 2011, justement, bah pour moi c'est l'année de rupture. Parce que l'année 2010, comme je vous l'ai dit, on essaye un peu de fermer certaines sagas. On est en train un peu de fermer des sagas. Que ce soit Harry Potter, on en parlera juste après. Mais on va avoir l'arrivée de deux mastodontes énormes, phénoménales, fantastiques. Le premier que je vais devoir citer, alors bien sûr je vous ai dit, hein, 2011 c'est la fin de Harry Potter, c'est la fin, avec la partie 2, qui est, selon mes critères, un film exceptionnel, un film génial, moi que j'adore. C'est un de mes films préférés de cette année 2011, parce que bah voilà, c'était la fin de tout ça, c'était fou. Alors malheureusement le combat final avec Voldemort était très décevant, et ça on l'a tous reconnu, tous en sortant du cinéma, mais c'était un film, voilà, c'était un aboutissement, je peux pas dire que c'était un raté, mais c'était très bien, voilà, c'était très bien, c'était peut-être pas la fin qu'on attendait, la fin grandiose, vous savez, le truc où vous faites waouh, non, il n'y a pas eu cet effet waouh, mais par contre c'était un film qui clôturait parfaitement cette magnifique saga, et voilà, donc déjà quand on arrive à avoir une bonne fin pour une saga, c'est déjà relativement correct. Il y a des sagas qui n'arrivent pas à se terminer justement et qui rajoutent des numéros et des numéros sans avoir réussi à faire une jolie fin, ce n'est pas le cas ici. On se retrouve avec l'année 2011. L'année 2011 va sortir deux franchises. Alors, c'est pas deux nouvelles franchises, mais c'est deux révolutions sur ces franchises. Alors, la première franchise, c'est La Planète des Singes, qui fait son retour. Et alors là, ça a été la révolution. Ce film est d'une réalisation absolument phénoménale. Les singes sont plus vrais que vrais. James Franco est très très bon dans le film. Moi j'aime beaucoup ce qu'il incarne. César, bon, on n'en parle même pas. C'est un acteur. Enfin voilà, c'est la motion capture est folle. Moi scénaristiquement, c'est un de mes films préférés de cette décennie. Je trouve que de cette année-là, par contre, vraiment, je l'adore. Mais on sent que c'est le premier film et on sent que ça pose des pierres. On sent qu'il va y avoir une trilogie derrière. Et d'ailleurs, la trilogie ne va faire qu'augmenter en termes de qualité. Et va ne faire que monter. Mais là, c'est la première pierre. Et déjà, dès la première pierre, il y avait un potentiel immense. Alors, oui, je sais, La Planète des Singes est une saga qui déjà existait bien avant. Mais là, pour beaucoup, en tout cas, c'est cette saga qui aura peut-être permis à beaucoup de gens de découvrir La Planète des Singes. Moi, j'ai découvert aussi tous les films, tous les vieux films, c'est-à-dire que je me suis refait une culture en essayant de revoir tous les vieux films qui étaient sortis, avec des films qui peut-être aujourd'hui par contre ne plairaient pas, en tout cas à toute la nouvelle génération. Même si moi j'y ai trouvé quand même du plaisir à pouvoir regarder ça, j'ai trouvé beaucoup plus de plaisir à regarder cette nouvelle trilogie qui pour moi m'a marqué et qui était fantastique. Et ensuite, en 2011, on a un film que j'adore, un de mes films préférés. Je sais, peut-être que pour vous, c'est vraiment le symbole de tout ce qui ne va pas à Hollywood. Mais pour moi, c'est un film génial, c'est Fast and Furious 5, le film révolutionnaire. Alors il a deux raisons pour être révolutionnaire. Le premier, c'est que c'est le film qui va installer la méga star de cette décennie, et ça, ce n'est pas du tout négociable. C'est la méga star de cette décennie, c'est Dwayne The Rock Johnson, qui a fait que des films quasiment à gros succès. On peut critiquer la qualité de ses films. D'ailleurs, vous verrez, il y a très peu de ces films qui sont cités dans ce classement. D'ailleurs, Fast and Furious 5 en fait partie. Mais ce mec-là, on peut dire ce qu'on veut, mais il fait des succès. Chaque film où il est, il y a très peu de films où il s'est vautré. Et d'ailleurs, il y a très peu de films aussi qui sont des merdes. Alors, il y a des films qui sont pas terribles, mais il y a très peu de merdes, il y a très peu de films où je me suis dit, ouais, c'est quand même affreux. Oui, il y a des films qui n'ont pas tenu leurs promesses. Mais ceci étant dit, pour moi, ce film marque la carrière de Dwayne Johnson. Alors, il va me dire, oui, mais Dwayne Johnson n'a pas commencé sa carrière avec ce film. C'est vrai. Mais par contre, c'est ce film-là qu'il a révélé au monde, pour moi, dans les films d'action. Et qui en a fait une méga star. Et on s'est dit, on va mettre The Rock, Dwayne Johnson, en première page, en tout cas, d'une affiche. Et ça a cartonné. Et ensuite, il a fait plein de films à succès derrière, qui l'ont légitimé comme une méga star. Et pour moi, l'année 2011 sera l'année du démarrage, en tout cas, de cette fabuleuse success story pour Dwayne Johnson. On sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, ça va même continuer dans la décennie suivante. Ça a l'air d'être plutôt bien parti parce qu'il continue à enchaîner de nombreux films et il a annoncé sur de nombreux projets. Il est même annoncé dans un film d'ici pour représenter Black Adam. Donc autant vous dire que c'est un mec qui va pas arrêter de faire des blockbusters et c'est un mec qui va pas arrêter de nous faire des films qui vont marquer peut-être une génération et ça va peut-être être l'acteur de cette génération, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, moi j'y crois beaucoup, le fait que Dwayne Johnson va marquer en tout cas de son empreinte le Hollywood de cette décennie.
Ensuite, on a, en 2011, c'est le dernier film que j'ai choisi, et c'est un film parce que je l'ai choisi parce que vu que nous sommes ici en France, on peut donc se mettre du point de vue français. Et dans les films qui ont marqué le cinéma, en tout cas, de notre regard, c'est bien sûr le film Intouchable qui a révolutionné, qui a marqué, parce qu'à l'époque, quand même, faut se dire, il y avait des films français qui étaient corrects, mais sans plus. C'est peut-être d'ailleurs un des derniers films, moi, dont je vous en parlerai après, parce qu'il y a d'autres films dont j'ai vraiment voulu parler, mais qui étaient qualitativement hyper intéressants. Une sorte de grosse claque, moi j'étais allé le voir au cinéma, c'était fantastique, et pourtant le film n'avait pas une promotion folle, c'était un film, t'avais l'impression que c'était un peu pour une élite, voilà, avec des sujets sur le handicap, etc. Pas du tout un film pour un grand public au final, pas du tout justement un blockbuster comme je vous ai cité pour la plupart des films depuis le début. Et ce film il a cartonné, les Français sont allés le voir, les Français se sont déplacés pour aller voir ça. Et si vous demandez à des gens quel est le film peut-être qu'ils ont préféré de l'année 2011, si vous vous proposez Intouchable, Harry Potter, La planète des singes, les origines et Fast and Furious 5, je pense qu'Intouchable sera sélectionné comme le film qui aura marqué cette année-là. Moi, j'ai du mal à me positionner, c'est vrai que j'adore le Harry Potter, le Fast and Furious 5 c'est un plaisir coupable, le Intouchable, moi c'est un film que j'aime beaucoup également, et La planète des singes, comme je vous l'ai dit, j'ai un amour pour cette saga, mais c'est un amour pour toute la saga en elle-même, et je vous en parlerai après, parce que vous inquiétez pas, on va revenir dessus. Bref, voilà, ça c'est la fin de l'année 2011. Alors il y avait plein d'autres films que j'aurais pu citer, mais pour moi ce sont les 4 films majeurs de cette année-là, d'accord, qui ont marqué les esprits. On passe ensuite à l'année 2012. Alors l'année 2012, il y a l'arrivée, le retour d'une saga que j'aime énormément, qui est au fond de mon cœur, qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, et qui revient avec Le Hobbit, un voyage inattendu. Et là, ça va être pour moi la grosse déception. J'avais pas du tout accroché le Hobbit, le voyage inattendu. Le tout premier, je me suis un peu ennuyé, c'était pas terrible. Et surtout, il a affreusement vieilli. Si vous le revoyez aujourd'hui, c'est pas très beau malheureusement. Le Seigneur des Anneaux ne vieillit pas parce que lui, ils avaient décidé de quasiment tout faire en effet réel, avec donc des vrais costumes, des vrais personnages. Et là, même le problème, c'est que Azog est une catastrophe. Enfin voilà. Il y a pas mal de problèmes en fait dans ce film, et c'est un film pour enfants à l'origine, hein. C'est un roman pour enfants, mais ceci étant dit, c'est un film que je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes, même si je suis quand même content qu'il y ait encore du Seigneur des Anneaux, en tout cas dans notre vie tout simplement, et j'ai hâte de voir la série Amazon d'ailleurs là-dessus. J'espère qu'ils ne la rateront pas parce qu'elle pourrait être la nouvelle série de cette prochaine décennie, et qu'en fait on ait eu du Seigneur des Anneaux dans toutes les décennies, c'est-à-dire cette décennie précédente, la décennie de 2010 et la décennie 2020, et à chaque fois ça aura apporté quelque chose. Là justement je trouve que ça n'a pas apporté quelque chose. On a eu des erreurs manifestes, une volonté en tout cas d'utiliser des effets spéciaux qui n'étaient pas maîtrisés, et c'est dommage. On passe ensuite à Avengers. Avengers, l'année 2012, c'est l'année d'Avengers, premier Avengers, qui a marqué parce que pour moi, comme je l'avais parlé dans une vidéo où je vous avais fait le top des films de Marvel Cinematic Universe, on se rend compte aujourd'hui, quand on voit Justice League par exemple qui n'a pas marché, etc., à quel point c'est difficile de faire cohabiter autant de héros et leur donner un temps d'antenne et que le film soit cohérent et qu'il se tienne. Et Avengers a réussi à faire ça, et a réussi à légitimer, on va dire, tout ce travail d'univers étendu de chez Marvel Cinematic Universe pour créer Avengers, et Avengers aura marqué les esprits. Ça, peut-être que pour certains ce n'est peut-être pas le meilleur film du MCU, et je suis tout à fait d'accord puisque je ne l'ai pas mis dans mon top 1, moi personnellement c'est pas mon film préféré du MCU, mais ceci étant dit, on ne peut pas, pour moi, ne pas mettre dans les films qui auront marqué cette année-là. C'est un film majeur. On passe ensuite à un film que j'ai choisi, qui est mon film de cette année-là, parce que tout simplement, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, c'est un chef-d'œuvre. Je sais pas si on peut appeler ça de chef-d'œuvre, parce qu'il est moins bien que le film précédent, mais il est quand même excellent. Pour ceux qui s'imaginent, c'est une trilogie, et il s'agit bien sûr du Dark Knight Rises. Christopher Nolan qui a créé la meilleure trilogie jamais faite, je préfère le Seigneur des Anneaux, mais qui a créé une trilogie folle, et surtout pour moi le Batman qui m'a le plus passionné, que j'ai jamais vu au cinéma. C'était génial. Alors je préfère The Dark Knight forcément, mais The Dark Knight Rises avec Bane comme méchant, avec l'introduction de Catwoman, j'avais adoré. Moi j'avais adoré, j'avais passé un super moment, et je l'ai revu récemment. Alors oui, il y a des défauts, oui, mais c'est un film qui clôture une trilogie. Et comme je l'ai dit pour le film Harry Potter, ce film-là qui clôture une saga, voilà, peu importe la saga ou trilogie,
Là, il la clôture et il ne fait pas d'erreur. C'est-à-dire que c'est un film qui quand même se revoit relativement bien et puis surtout qui garde une cohérence. C'est-à-dire que là, on a vraiment une trilogie. Quand vous regardez le premier, vous regardez le deuxième, vous regardez le troisième, on voit où ils veulent nous emmener et c'est des films qui vont rester. Et c'est pas une erreur que cette trilogie elle soit restée. C'est qu'aussi tous les trois films sont bons. Batman Begins c'est génial, The Dark Knight est fantastique. Et alors The Dark Knight Rises est très bon, mais un petit peu en dessous de The Dark Knight. Mais pour moi, c'est mon film préféré de cette année-là. Et ensuite, une nouvelle trilogie va démarrer. Une trilogie que j'adore, qui est une trilogie que franchement, c'est une de mes trilogies préférées. Il s'agit de Hunger Games. Hunger Games, le tout premier film. J'adore ce film. Moi, j'adore ce film. Alors déjà parce que j'adore le concept. Le concept est hyper fort. Donc en fait, j'ai même envie de dire que sans la puissance du scénario, le film est très bien réalisé, les acteurs jouent bien, même si j'ai un petit peu des problèmes avec Pita, mais ce n'est que mon problème à moi. Je trouve que l'acteur ne joue pas très bien, ce n'est que mon avis. Mais même si certains pour dire que c'est un parti pris, effectivement cela peut l'être. Mais moi je trouve que tous les autres font un effort incroyable pour pouvoir vous proposer un film d'une très très grande qualité. Et en tout cas à chaque fois, tous les Hunger Games d'ailleurs, pour moi auront marqué parce que c'est vraiment une saga géniale. Mais je dois reconnaître que c'est peut-être la saga, dans celle que je vais vous citer, qui aura peut-être un peu moins marqué. C'est-à-dire que par rapport à Harry Potter, par rapport à la planète des singes, par rapport à la trilogie du Dark Knight, par rapport au Seigneur des Anneaux, enfin au Hobbit, etc., etc., par rapport à Star Wars. Bref, c'est peut-être la saga qui va passer un petit peu au second plan et c'est un petit peu dommage. Donc si vous ne l'avez jamais vu, n'hésitez pas à aller la redécouvrir. Le premier film est vraiment super, ça pose super bien les bases. Si vous aimez les récits qui vous parlent un petit peu de dictature, qui vous parlent du drame familial, de drame amoureux, de drame humain, aussi une critique de la société, une critique... Enfin, moi, c'est un film que je trouve hyper intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées et je le recommande, mais vraiment, c'est un film que j'adore et je vous le recommande chaudement. On passe ensuite à J. Edgar, qui est un film que j'ai cité parce que c'est un bon film de cette année 2012. C'est peut-être pas le film pour moi qui marquera le plus, mais par contre en termes de qualité, c'est peut-être le film qui a le plus une patte d'un réalisateur dessus. Et c'est un film que moi j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande aussi si vous l'avez jamais vu. Alors c'est pas un blockbuster, je préfère vous le dire tout de suite par rapport aux autres films que j'ai pu vous citer avant. Mais c'est un film qu'il faut avoir vu je pense parce que c'est un film marquant pour moi de cette année 2011. Parce que Hollywood a proposé on va dire ces films là à gros budget et à gros fantasme pour l'année 2012. Mais ce film là est aussi un très bon film qui se regarde très bien. Avec des enjeux simples, avec des bons acteurs qui font leur bon travail. C'est ce que peut faire en tout cas un film à Hollywood qui pourrait être oscarisé. Et moi j'aime beaucoup ce film, donc je vous le recommande, c'est un film génial. Donc n'hésitez pas à le regarder, c'est pour moi un film important de l'année 2012. Donc peut-être que vous l'auriez pas mis dans votre classement, mais moi je le mets. On va passer à l'année 2013. L'année 2013, une année très très riche, vous allez le voir, avec beaucoup de choses. Et on commence avec le premier film, c'est La Reine des Neiges. Alors je l'ai placé parce que il n'y avait plus de films Disney à partir de Toy Story. Et La Reine des Neiges, pourquoi je l'ai placé? C'est à cause de la musique qui a marqué, et tout le monde la connaît, la musique de La Reine des Neiges. Même moi qui n'ai, je le dis honnêtement, je n'ai jamais regardé La Reine des Neiges. C'est un film qui m'intéresse pas plus que ça, donc je l'ai jamais regardé. Et pourtant c'est un film que je ne peux pas dire qu'il n'a pas marqué l'inconnu, le peuple, en tout cas tout le monde. Parce que tout le monde a entendu au moins une fois la chanson de Libéré, délivré au moins. Et donc c'est un film qui a marqué la culture populaire, ça on ne pourra pas lui enlever. Donc je ne parlerai pas de la qualité du film parce que je ne l'ai pas vu. J'aurais pu le revoir avant, mais sauf que vraiment moi c'est un film sur les princesses Disney, je pense pas que ça soit fait pour moi. Donc je préfère garder mon temps pour regarder autre chose. Mais je suis sûr et certain que c'est un film qui a marqué en tout cas l'année 2013. On passe ensuite au deuxième Hobbit, La Désolation de Smaug, que j'ai beaucoup mieux préféré et beaucoup mieux aimé en tout cas par rapport au premier Hobbit. Moi je l'aime beaucoup, alors oui c'est un film de transition, donc c'est vrai qu'il se finit un peu abruptement, mais je l'aime beaucoup moi ce film, parce que c'est un film voilà, d'aventure, où vous avez la volonté d'aller chercher un trésor, etc. Enfin bon, c'est un film que j'aime bien moi, donc c'est pas le meilleur de la trilo, mais c'est un très bon film, et je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. Disons qu'il amène des choses intéressantes par rapport au premier, mais c'est pas un film parfait, loin de là. Donc il a des défauts, mais c'est un film intéressant. Et puis de toute façon, vu que c'est un film du Seigneur des Anneaux et de l'univers du Seigneur des Anneaux, j'étais obligé de le mettre dans mon top. Sinon, je pense que je suis tué sur place. Et ça serait bien normal. Ensuite, on passe à Django Unchained. Django Unchained, film génial, un film sur le western, fantastique.
voilà, si vous aimez ce style de film, vous allez kiffer, c'est vraiment un film super. Le réalisateur a vraiment montré tout son talent sur ce film et moi je l'adore. Moi voilà, c'est un film que c'est un plaisir à le revoir, les acteurs jouent super bien, le scénario avance relativement bien et avec une bonne fluidité, les punchlines sont fantastiques, bref, je vous le recommande, c'est un film super, les acteurs jouent super bien, donc Django Unchained, super film. On passe ensuite à la suite donc de la saga Hunger Games, l'embrasement. C'est encore là au moins on passe un cran parce que j'adore l'embrasement. C'est le fait que Katniss soit obligée de revenir jouer et que là en fait on fait tout pour qu'elle meure, pour qu'elle ne survive pas au jeu et que justement ça se termine avec cet énorme cliffhanger un petit peu terrible comme ça où en fait on voit aucune solution pour qu'elle s'en sorte et d'un coup il se passe quelque chose de terrible et de fou et puis toute cette propagande, la façon dont il enfin pour moi c'est un film génial, moi je l'adore ce film, c'est un film super et comme je vous l'ai dit je trouve que c'est une trilo qui a malheureusement pas eu le succès ou en tout cas peut-être le succès d'estime, le succès dans les mémoires qu'elle aurait dû avoir alors que pourtant là le deuxième il est top, il est vraiment top. Ensuite, on passe à mon film préféré de cette année. L'année 2013 nous a proposé Le Loup de Wall Street, interprété par Leonardo DiCaprio, qui interprète quelqu'un qui en fait travaille dans le monde de la bourse et qui va vivre dans la démesure, la drogue, etc. Film génial, fantastique, sublime, interprété par Leonardo DiCaprio, qui aurait dû avoir un Oscar pour ça et qui ne l'a pas eu. Et ça, pour moi, c'est une honte absolue parce que franchement, ce film est absolument fantastique. Il est génial, Leonardo DiCaprio est exceptionnel dans le film, mais tous les acteurs sont bons. Et pour moi, il n'y a aucune fausse note sur ce film. Je ne trouve aucun défaut, à part peut-être la démesure. Effectivement, il y a de la démesure dans ce film, mais ce n'est pas grave. Martin Scorsese a proposé un film exceptionnel, et je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas honte à le dire, c'est mon film préféré de l'année 2013, c'est un film bien sûr qui est pas réservé à un jeune public, il faut avoir minimum 16 ans parce qu'il y a des scènes où il y a de la nudité, etc. Donc forcément, il faut avoir un certain âge pour pouvoir le regarder, mais franchement c'est un film exceptionnel, je vous le recommande si vous ne l'avez jamais vu, allez-y, c'est un film fantastique. Ensuite on passe à un film, et je le cite parce que ce film est un marqueur, même si pour moi c'était pas le film que j'ai préféré, et c'était pas un film que j'ai adoré, et pourtant je savais que je suis fan des films de super-héros, c'est Man of Steel. Man of Steel est sorti en 2013, et en 2013, voilà, c'est le premier film de ce DC Extended Universe, et on en reparlera dans ce top, enfin dans cette classification dans la décennie, là vous allez voir. Parce que ce film-là était pas forcément fondamentalement censé avoir une suite, et puis il aura une suite, etc. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est un film qui mérite d'être vu parce que Zack Snyder fait un boulot quand même assez exceptionnel sur ce film. Et il met toutes ses tripes, il y met toute son envie, il y met toute son ingéniosité, il y met toute sa classe, en gros. Superman est fantastique, faut quand même le rappeler que Superman à ce moment-là, pour moi, il avait enchaîné un film pas terrible avant, dans la décennie précédente, et donc là, j'avais un petit peu peur. Et là, tu vas voir ce film et c'est une claque totale, tu vas le voir et là t'en prends plein la tête. Zod d'un super méchant, enfin moi je vous le recommande, bien sûr. Après voilà, c'est un film qui se tenait quand même aussi sans univers potentiellement étendu. Et il sera récupéré et il servira d'univers étendu et de base pour la suite du DCU. Et on passe ensuite au dernier film de cette année 2013, c'est un film d'horreur, j'en mettrai pas beaucoup mais il y en a quelques-uns, c'est Conjuring. Pourquoi? Parce que Conjuring est réalisé par James Wan. Et James Wan, pour moi, c'est la révélation de cette décennie en termes de réalisateur, qui a explosé aussi bien sur des films d'horreur que sur des films à gros budget et des gros blockbusters. C'est vraiment un réalisateur qui a marqué pour moi cette décennie, il n'y a aucune contestation possible. Parce que c'est un réalisateur qui est assez frais au final, même s'il est là quand même depuis un petit moment, puisque voilà, il est là depuis Saw, donc faut le rappeler. Mais là-dessus, il a voulu ramener encore une nouvelle idée, et cette idée en plus a développé des petits, parce qu'après on a eu des suites, il y a eu Annabelle, etc. Et donc je vous le recommande, Conjuring. Je sais pas si tous les Conjuring sont bons, moi je dois reconnaître que je les aime pas tous. Enfin j'aime pas toute la saga, en tout cas le dernier Annabelle était affreux, il faut quand même le dire, mais c'est pas James Wan qui le fait, alléluia. Mais il a au moins l'audace en tout cas de proposer des choses nouvelles et de proposer des choses innovantes et de proposer des choses intéressantes. Et James Wan, au moins on pourra pas lui reprocher ça, parce que James Wan, malgré toutes les critiques qu'on pourrait peut-être lui faire, j'en sais rien, je sais pas s'il y a des gens qui critiquent James Wan, moi c'est vraiment un réalisateur que j'adore, que je suivrai quasiment les yeux fermés, parce que dès qu'il y a un film avec écrit James Wan, que ce soit un film d'horreur ou un film blockbuster, je me dis toujours que je vais passer un bon moment. Et donc pour moi il fait partie de ces films qui ont marqué cette année-là.
on va passer à l'année 2014. On passe à l'année 2014. Et l'année 2014, c'est une année... Il y a à boire et à manger dans cette année, je préfère vous le dire. Alors, on va commencer avec le cinéma français. On va commencer avec le cinéma français parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Déjà, parce que c'est l'année de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Succès énorme en salle en France. Succès incroyable, porté par Christian Clavier. Christian Clavier qui est un des acteurs français, en tout cas qui a le plus marqué pour moi cette décennie, on peut dire comme ça. C'est peut-être pas forcément par de la qualité, hein. Il y a beaucoup de films qui ont été quand même pas terribles, il faut le reconnaître. Mais il faut le dire, il a rempli des salles, donc on peut le reprocher, mais c'est un film qui aura marqué pour les Français en tout cas, et qui aura été beaucoup vu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Moi c'est un film que j'aime bien, c'est un film que j'aime bien. Alors c'est peut-être pas mon film préféré, mais c'est un film que j'aime bien. Je le trouve assez sympa. Alors, je comprends qu'il y ait des critiques, je comprends que ce soit un film en tout cas qui est très franchouillard et qui est très dans la comédie et qui donc ne plaira pas à tous les cinéphiles voilà, qui sont habitués à du cinéma de grand talent avec des réalisateurs qui ont une patte, etc. Non, c'est un film classique qui représente bien les choses, qui fait pas des efforts de réalisation particuliers. Oui, c'est sûr que par la réalisation de ce film, il n'y a rien à en retirer de particulier. Mais par contre, dans le propos et dans l'humour, bah, soit ça vous accroche, soit vous accrochez pas, mais je trouve que le film fait pas de fausses notes. C'est vrai qu'il y a un petit peu des petites questions un peu, voilà, on le sait, hein, c'est un film qui a quand même eu des polémiques parce que bah, c'est un film... J'aime beaucoup cette phrase de Louis de Funès quand il avait tourné, il avait dit c'est un film qui décrasse l'âme par exemple, parce que voilà, il y avait un film quand il avait fait Rabbi Jacob, il avait dit bah voilà c'est un film qui décrasse l'âme parce que il avait lui-même quelques petits démons et que bah voilà, le fait de jouer dans un film justement où il y a une sorte de racisme exacerbé, bah ça l'avait pas mal marqué. Bah je pense que c'est à peu près pareil pour ce film là, et c'est un film qui aura marqué, on peut le dire ce qu'on veut, on peut ne pas l'aimer, on peut l'aimer. Moi c'est un film que je revois avec plaisir, donc ça doit être un bon film. Voilà, et c'est un film que j'aime bien. Mais cette année-là, on va avoir deux autres films. 2014, c'est aussi l'année où pour moi le cinéma français va faire donc des très bons films et va continuer en salle, va faire en tout cas un gros succès, on va parler de la qualité, mais va aussi plutôt faire des films qui ne sont pas des daubes. Et ça c'est une année importante. Pourquoi? Parce que cette année-là, on va se retrouver avec La Famille Bélier, qui est un film qui je trouve qui se regarde particulièrement bien. Quand on voit toutes les daubes du cinéma français depuis des années, c'est peut-être l'année 2014, c'est peut-être la dernière année où vous pouvez aller au cinéma français sans voir des daubes, hein, je préfère vous le dire. Et il y a même année, il y avait aussi un film porté par Danny Boone, qui, bah peut-être que pour certains Danny Boone c'est vraiment la représentation de tout ce qui va pas dans le cinéma français. Bah il y a Superchondriac, et Superchondriac c'est un film que moi j'ai vu, et que j'ai trouvé pas mal. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est pas le film, d'ailleurs je ne l'ai pas mis dans mon... Voilà, ce sera pas mon film de cette année-là, très clairement. Mais c'est un film correct, c'est un film qui ne fait pas de défaut, c'est un film qui a pas d'erreur, voilà, qui a pas d'erreur, c'est un film correct. Et surtout, bah, il avait aussi un propos intéressant à développer, un propos bien sûr sur l'immigration, etc. Et c'est un film qui a eu aussi envie de raconter des choses, et qui est relativement drôle, sans être ultra drôle. Et surtout, c'est peut-être le film justement qui va montrer un tournant, c'est parce que quand on va voir que Christian Clavier ça cartonne, Danny Boone ça cartonne, et ben alors là on va les mettre à toutes les sauces, et alors là ils vont enchaîner toutes les daubes les plus infâmes possibles et imaginables les années suivantes. Ça va être l'enfer. Et c'est pour ça que c'est peut-être la dernière année où en gros le cinéma français a essayé de se dire allez on va mettre des choses, là on va essayer de voir ce qui se passe, on va essayer d'écrire des scénarios pour justement il se passe quelque chose à l'écran, mais en réalité ça va être des catastrophes et on en parlera parce qu'il y a une année en particulier où là le cinéma français nous a achevés. Mais là, cette année-là, j'ai envie de dire, le cinéma français était relativement correct. Et pour vous le montrer, c'est qu'en plus, cette année-là est l'arrivée de mon génie Alexandre Astier sur Astérix et le Domaine des Dieux, qui est un film d'animation que j'adore, je le trouve super, il est ultra drôle. Alexandre Astier, alors bien sûr il a récupéré la BD, donc là on peut pas demander sur la travail d'adaptation, on en parlera de son Astérix puisque je l'ai mis également dans les films à évoquer. Et bien Astérix, c'est une licence qui était, faut le dire, au point mort, hein. Le dernier film était affreux, mais si vous l'avez vu, vous avez dû perdre les yeux parce que c'était affreux. Quelle horreur. Et là, on revient avec un film d'animation, ce qui est très bien, moi j'aime beaucoup les films d'animation, et avec Astérix ça cartonne, c'est top. En plus, le Domaine des Dieux, moi c'est un de mes albums préférés chez Astérix, parce que c'est super facilement, enfin ça marche super bien, c'est toujours drôle, le Domaine des Dieux. Et donc c'est une année
pour le cinéma français, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était pas une année catastrophique l'année 2014, c'est une année où on s'en est sorti. On a dit ouais, pourquoi pas le cinéma français. Le cinéma français a peut-être des choses à raconter, des choses à prouver, et a peut-être aussi des choses qui peuvent marcher en tout cas. On voit que ça a eu des gros succès, il y a eu des choses intéressantes. Et vous allez voir après, bah en fait on a juste fait complètement tout le bordel et on a récupéré toutes les daubes ensuite, et c'est vraiment dommage. Ensuite, on va revenir un petit peu sur du cinéma américain, des gros bonhommes. D'abord, on commence avec un cinéma qui est français, mais qui est un cinéma de gros blockbuster, c'est Lucie. Lucie qui est le dernier gros succès, on pourrait dire, de Luc Besson, qui derrière va enchaîner des naufrages, il faut quand même le dire, qui d'ailleurs mettent en danger sa société aujourd'hui. Et peut-être que la décennie 2010 sera la décennie de la chute de Luc Besson. Peut-être c'est une question qu'on peut se poser. Moi, Lucie, c'est un film que j'aime beaucoup, mais que je trouve qu'il y a un problème de rythme. Ça, je l'avais déjà, je le dis souvent, mais c'est un problème de rythme. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le scénario n'avance pas suffisamment vite. Mais ceci étant dit, Morgan Freeman joue particulièrement bien dans le film, et puis tous les acteurs et actrices font un très bon travail. Mais c'est pas le film que j'ai adulé, que je dirais ah là là, il faut absolument que vous le regardiez dans cette année-là de 2014. C'est un film correct, c'est un film bon, c'est un film intéressant, c'est un film qui a une volonté de te raconter quelque chose, c'est un film français, qui a quand même de l'ambition et qui va le montrer, qui est pas radin sur les effets spéciaux, qui est pas radin sur rien. Mais en plus, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, le côté, le cerveau qui peut faire d'autres choses, etc. C'est un speech que j'aime beaucoup. Et donc, bah, j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je vous le recommande si vous l'avez jamais vu. En tout cas, je pense qu'il faut le voir pour s'en faire une idée. Très compliqué, si jamais vous l'avez pas vu, de pouvoir vous dire vraiment est-ce que c'est intéressant ou pas. Ensuite, c'est la fin de la trilogie du Hobbit avec le Hobbit, la bataille des 5 armées, qui est mon préféré de la trilogie parce que même si c'est un peu du grand n'importe quoi par rapport au roman, mais c'est pas très grave, mais je trouve que Thorin est particulièrement bien exploité dans ce film parce que bah, justement on voit un petit peu la folie du personnage et on le voit un petit peu tomber dans cette folie qu'on prévient depuis le début. Bilbon est particulièrement bien utilisé, enfin voilà, je vous le recommande. J'ai envie de dire ça vaut le coup en fait de se faire cette trilogie parce que ça va de mieux en mieux. Le premier est pas terrible, le deuxième est bon et le troisième est très bon, voire même plus. Mais toujours ces petits problèmes bien sûr hein, de réalisation parce que bah, à l'époque, comme je vous l'ai dit, on était encore en train de chercher pour les effets spéciaux, on avait du mieux. C'était du mieux, c'est pas que le troisième est mieux. Et le premier par exemple c'était une catastrophe, faut quand même le dire. Hein. Le premier en termes d'animation c'était terrible. Le troisième est mieux. Disons qu'il vieillit mieux. Le troisième vieillit mieux. Ensuite, La Planète des Singes, l'affrontement, le deuxième de la trilogie de La Planète des Singes. Un film fantastique, génial, que j'ai adoré. De toute façon, cette trilogie, je peux la revoir très souvent. Mais là, celui-là, le premier, il était bien, sympathique, correct, très bon. Bah, moi, je le trouve très bon. Le deuxième, boum, là, tu passes un cran, là, t'arrives dans le... ça devient excellentissime, quoi. Ça devient très sérieux. Quel film, cette année-là peut venir et dire je suis meilleur que toi. Bah, j'en ai un, mais je vous en parlerai juste après. Mais voilà, c'est un film exceptionnel. C'est une saga exceptionnelle. Et un deuxième film très important dans une trilogie. Et là, bah, aucun problème. Bravo. On passe ensuite à Hunger Games, la révolte, partie 1. Très bon film également. Très bonne suite de Hunger Games. Qui marche très bien. Qui est très fluide. Très intéressant, toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes développements. Katniss est toujours un personnage ultra intéressant qui pour moi, comme je vous l'ai dit, mérite beaucoup plus. C'est pour ça que je la cite à chaque fois parce que vraiment, moi la saga Hunger Games c'est un sans faute. Donc je vous le dis tout de suite, le dernier il sera également dans le classement. Et c'est vraiment une super saga, donc je vais pas y revenir de plus longtemps parce qu'on y a déjà assez parlé. Ensuite on a Interstellar, Interstellar en 2014, film exceptionnel si vous aimez la science-fiction. Moi c'est un domaine que j'adore. Et c'est un film bah, justement à cette époque là où la science-fiction bah c'était pas terrible. Je trouve que si vous regardez les derniers films c'est surtout de la heroic fantasy. Alors si vous considérez les films Marvel comme de la science-fiction, bah, là c'est votre problème, mais moi c'est pas le cas. Voilà, là on avait quand même des choses, je trouve que on n'osait pas trop revenir sur ce terrain après Avatar. En gros Avatar avait tout cassé sur son passage et derrière on n'avait pas eu le film qui marquait pour moi ce style là. Et je dirais que dans cette décennie-là, Avatar est dans la décennie précédente, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le classement, et qu'il n'est pas cité, Interstellar. Et donc Interstellar est un film vraiment génial, donc je vous recommande, si vous aimez en tout cas les films qui se passent dans l'espace, bah c'est peut-être le meilleur film, en tout cas dans cette sélection que je pourrais vous proposer, donc voilà. On passe ensuite, les Gardiens de la Galaxie, bah oui, le Marvel Cinematic Universe, bah bien sûr, et bien sûr cité, donc film, bah pour moi qui a marqué parce que c'était une claque, vous allez le voir au cinéma, vous savez pas sur quoi on va vous bouffer,
vous arrivez, vous voyez la bande-annonce, vous avez l'impression que ça a l'air hyper flou, t'as l'impression que les acteurs ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire, enfin c'est vraiment cool. Et puis bah tu commences à voir le film, puis tu commences à voir la bande-annonce, puis tu t'installes dans la salle, et tu te dis bah tu vas aller voir un film Marvel classique, et puis là boum, t'en prends plein la tête. Et quelle claque les amis. Moi c'était fou. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre par contre, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais par contre c'est un film qui aura marqué parce que le MCU avant les Gardiens et après les Gardiens c'est pas le même. Voilà. Ensuite on passe à mon film de cette année 2014 et il s'agit d'un film du Marvel Cinematic Universe. Eh oui, messieurs dames, Captain America le Soldat de l'Hiver. Je l'avais mis en premier dans mon classement du top 10 des films du MCU. Donc bah oui, je suis désolé, je suis obligé de le mettre en numéro 1. C'est un film incroyable, je l'adore ce film. C'est un film génial. Et quand tu te dis que dans cette même année, tu te retrouves avec les Gardiens de la Galaxie et Captain America, le Soldat de l'Hiver, c'est quand même costaud quand même. Hein. Wow. Bref, je vous le recommande, bien sûr, mais allez-y, mais foncez au cinéma pour aller voir ça. C'est mon film préféré du MCU, donc je vais pas y revenir dessus. J'en ai assez parlé dans ma vidéo top 10 du MCU, donc si vous voulez aller la voir, vous pouvez aller la voir. Mais c'est un film génial, c'est un film d'espionnage. En fait, c'est ce que j'explique dans ma vidéo, c'est que il est bon sur il est excellent sur tous les domaines. Si vous cherchez un film de super-héros, il est excellent. Si vous cherchez un film d'espionnage, il est excellent. Si vous cherchez un film de cavale, il est excellent. Si vous cherchez un film un peu politique, un peu machin, il est excellent également. Bref, il a toutes les casquettes, donc pour moi, c'est fantastique. Donc je vous le recommande chaudement. Voilà, ça c'est ce qui clôture l'année 2014. Et donc moi, bah voilà, mon préféré c'est Captain America, même si j'adore également d'autres films hein, qui sont proposés dans cette sélection, par particulier Interstellar par exemple. Mais j'ai décidé de citer celui-là et peut-être que vous allez me tomber dessus parce que vous allez me dire encore un mec qui cite du MCU, mais je pense que c'est un film qui mérite d'être cité, donc je le fais. On va passer ensuite au film de l'année 2015. On passe à l'année 2015, et l'année 2015 bien sûr c'est l'année de Star Wars épisode 7. Que peut-on dire sur Star Wars épisode 7? Un film qui manque d'originalité, un film qui n'a pas convaincu tout le monde, mais qui n'a pas créé de rupture entre les fans. C'est un film qui est très difficile à aborder, ça prendrait beaucoup plus de temps que ce que je mets dans cette vidéo, mais c'est un film qui a eu, en tout cas, un buzz énorme. Tout le monde voulait aller voir Star Wars épisode 7, film qui a cartonné au box-office. Et film que moi j'aime énormément, mais que je trouve qu'il manque d'ambition. Et très clairement, c'est un film qui a pour moi perdu du temps dans cette trilogie parce que il a voulu faire des choses, peut-être tomber dans du fanservice ou peut-être tomber dans des choses qui font pas forcément avancer l'univers, en tout cas qui ont l'impression que c'est redondant. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que cette trilogie, si elle continue à faire comme ça, eh bien ça risque d'être assez compliqué. Dans Star Wars épisode 7, bah, en tout cas un film majeur, mais c'est pas mon film préféré de cette année, je préfère vous le dire tout de suite. On passe ensuite à Jurassic World, retour de la saga Jurassic Park, saga que j'adore. Jurassic World j'aime moins, mais c'est sympathique également. C'est un film marquant parce que c'est un film qui a relancé cette franchise qui était au point mort à ce moment-là, faut le dire. Hein. Plus personne n'en parlait, plus personne n'en parlait. On parlait de la trilogie d'origine, mais personne ne parlait d'un reboot, voilà, tout ça. On vivait très bien avec notre première trilo. Et là, on est arrivé avec une nouvelle trilogie portée par des nouveaux acteurs. On n'a pas récupéré les anciens, donc on était vraiment sur quelque chose de nouveau. Et il y a un acteur qui avait été récupéré. Vous vous souvenez, c'est le scientifique qui justement ouvre le Vélociraptor et il dit c'est un Vélociraptor dans le premier Jurassic Park qui revient dans le film. Mais sinon, c'est pas un film. Voilà, c'est un film très sympa. Qui résout aussi pas mal d'erreurs qui avaient été faites dans Jurassic Park 3, en particulier le traitement du T-Rex qui est complètement ridiculisé dans Jurassic Park 3 et qui là est remis au centre un petit peu du débat, avec aussi toutes les dérives sur le génétisme, etc. Donc c'est un film qui est intéressant, qui mérite en tout cas d'être vu, donc si vous ne l'avez pas vu, ben, je vous le recommande, c'est quelque chose d'assez intéressant. On passe ensuite à Fast and Furious épisode 7, bah, bien sûr parce que c'est le film où est mort, la mort de Paul Walker, film qui a fait énormément parler, les gens sont allés le voir, je pense en particulier surtout à la musique de ce film qui limite peut me tirer les larmes tellement elle est folle, la musique de fin, vous vous souvenez, qui a ensuite été diffusée sur toutes les radios tellement elle était sublime, et je l'ai moi dans ma voiture tellement elle est super. On a un film superbe, enfin moi c'est un de mes films préférés de cette année là, mais je peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais
c'est quand même un excellent film. Et surtout parce que, pour moi, pourquoi je l'ai mis, c'est parce que c'est l'arrivée de James Wan. Je reviens sur James Wan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qui arrive là sur un blockbuster. Et là on se dit mais James Wan sur un blockbuster, le mec il fait des films d'horreur, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Et là il fait un film parfait, nickel, rien à reprocher. Alors après si vous aimez pas la saga Fast and Furious, forcément il va pas vous plaire, parce que c'est un film pour ceux qui aiment. C'est sûr si vous dites bah voilà c'est un film qui est pas intelligent, qui a pas des éléments métaphysiques, métathéoriques, non ça n'existe pas, c'est un film, il y a des voitures, c'est un film de bourrin, c'est un film avec The Rock, enfin voilà, c'est un film qui représente cette année-là, qui représente notre cinéma, c'est un film qui vise à nous en mettre plein la tête, j'arrive, tu rentres dans la salle, tu sors de la salle, tu fais j'en ai pris plein la gueule, il y a des explosions, il y a des machins, et surtout ce film est l'introduction de très bonnes choses, en tout cas pour moi dans la saga, et puis voilà, et aussi parce qu'il y a Jason Statham aussi qui intègre le casting et qui est super en antagoniste, et qui affronte Vin Diesel et qui est top, et c'est peut-être d'ailleurs pour moi en tout cas le dernier bon Fast and Furious, parce qu'après c'était la catastrophe et le 6 c'était pas bon du tout non plus, enfin, en tout cas c'était pas bon du tout, mais ceux d'après malheureusement moi j'ai pas aimé, peut-être que vous avez aimé, moi j'ai pas aimé. Enfin, je suis très fan de Fast and Furious. Mais Fast and Furious 7, pour moi, c'est un film qui aura marqué. On peut dire ce qu'on veut, même si ça aura peut-être pas la qualité, mais il aura marqué. Ensuite, mon film préféré de cette année-là, c'est Hunger Games, La Révolte, partie 2. Parce que je l'adore, parce que c'est un film super, parce que ça clôture parfaitement la trilogie, enfin la quadrilogie, parce que c'est 4 films. Voilà, moi je l'adore. Moi j'adore ce film, et donc j'ai un peu regardé, je vous montrerai après ce qu'il y a. Mais c'est pas... Alors j'ai hésité avec un autre, mais c'est parce que malheureusement j'ai des reproches à lui faire. Celui-là j'en ai pas, donc voilà, donc je trouve que le film il fait particulièrement bien son travail. Je sais que Durandal par exemple en avait parlé et avait dit que c'était qu'au final, la saga Hunger Games, c'est une saga qui se tenait bien du bout en bout, et que justement, ce dernier film, il clôture bien, et que c'est difficile de clôturer une saga comme il faut, et que le film il se clôture très bien, donc il n'y a pas de raison de... Voilà, enfin moi j'étais super content, et surtout cette fin avec Katniss, parce que moi je lisais pas le livre, donc j'étais surpris de tout, enfin vraiment super quoi. On passe ensuite à Mission Impossible, Rogue Nation. C'était juste pour dire que pendant cette décennie, on avait continué d'exploiter la saga Mission Impossible. C'est pas ma saga préférée personnellement, je suis pas hyper client de Mission Impossible, c'est mes goûts personnels, mais je dois reconnaître que par contre c'est vrai que ça a proposé en tout cas des films très cohérents et assez sympas, mais c'est pas ma cam, mais peut-être que c'est pour vous, et je pense que c'est un film qui a marqué cette année-là, 2015, et cette décennie bien entendu. On a ensuite Seul sur Mars, qui est sorti en 2015, très bon film, très bon film, que moi j'aime beaucoup, film qui aurait pu être mon film préféré, parce que c'est un film, comme je vous l'ai dit, qui va dans l'espace, et c'est un film très bien, même si j'ai préféré Interstellar, qui se passait l'année précédente, mais je pense que c'est plus le concept du film, qui fait que je l'ai pas mis en numéro 1, parce que je trouve que le concept s'essouffle un peu vite dans le film, mais l'idée est là et on peut pas leur reprocher, et la réalisation est particulièrement soignée sur ce film, donc j'ai beaucoup de choses positives à en dire. On passe ensuite au dernier film de cette sélection, qui est peut-être votre film préféré de cette année-là, je pense, c'est possible, mais moi je passe un peu à côté, je dois vous le dire. Il s'agit de Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road que je suis allé voir au cinéma, le truc que tu vas voir au cinéma, mais dès la fumée de partout, on se souviendra, mais moi je me souviendrai toute ma vie de cette énorme fumée jaune là qui arrive là. Enfin, elle était folle ce truc. Et dans le nuage là, vous savez, quand il roule dedans et tout, enfin, il est incroyable. Tom Hardy fait le maximum de ce qu'il peut faire dans le film. Mais par contre, scénaristiquement, c'est un Mad Max, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est vraiment le côté, il faut, je pense, aimer cette saga et aimer comment elle est construite. Et moi, c'est pas mon truc. Donc, je le mets pas dans mon film préféré parce que c'est pas ma cam. Mais alors, par contre, je dois reconnaître, quand je l'ai vu, j'ai fait, mais waouh, comme c'est incroyablement sublime. Et ça, on pourra pas l'enlever à la saga, c'est incroyablement sublime. On passe, je vous propose qu'on clôture cette saga 2015. Voilà, pour moi ce sont les films qui ont marqué cette année-là. Et donc on va passer à l'année 2016. Alors l'année 2016, c'est une année folle, parce qu'il y a beaucoup de films. Et alors là, il y a vraiment à boire et à manger, vous allez voir. Alors on commence. Rogue One, premier spin-off 2016, très bon spin-off, moi j'avais adoré, ça super, on découvre comment ils ont volé les plans de l'étoile noire, hyper intéressant, logique de le faire parce que justement, on avait peut-être besoin de cette information et je trouve que c'était bien de le faire, les acteurs sont bons, il y a même d'ailleurs des projets de pourquoi pas faire un préquel de Rogue One, j'en ai entendu parler, preuve que le film a marché, que le film
plaît et que les gens ont peut-être envie de voir, en avoir plus encore de Rogue One. Film qui justement suit les petites mains, les gens qu'on voit pas, c'est-à-dire que là il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas tout ça, il y a un peu de la force mais c'est très peu. Au final il y a juste, bah voilà, pour ceux qui ont vu le film, voilà, il y a un petit peu de Dark Vador, mais très peu. Mais au final sur la totalité, c'est un film qui suit les petits soldats, les petits mecs que tu vois pas d'habitude. Et c'est super, voilà, moi j'aime beaucoup ce film. C'est pas mon film préféré de l'année 2016, mais c'est un très bon film. On passe ensuite au retour de l'énorme saga Harry Potter avec les animaux fantastiques. Alors, j'ai beaucoup moins aimé, je préfère vous le dire tout de suite par rapport à la saga Harry Potter, mais le retour d'Harry Potter, c'est exactement la même chose que pour le Hobbit. Je suis obligé de le placer parce que bah ça a marqué, on peut dire ce qu'on veut, mais ça aura marqué. Les animaux fantastiques, bah ça a relancé complètement la hype sur Harry Potter. Ensuite on a vu que J.K. Rowling elle a ressorti un bouquin derrière de Harry Potter pour justement raconter la suite, enfin pas une sorte de suite mais une pièce de théâtre, je sais pas trop quoi. Enfin elle a continué, en gros là ça a redonné un coup de fouet, un coup de peps à la saga Harry Potter qui était déjà très populaire, hein. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais pour cette génération peut-être qui eux ne vont peut-être pas découvrir cette saga qui commence déjà à avoir 10 ans, comme je viens de vous le dire. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ça va se finir en 2010-2011, donc ça va bientôt avoir 10 ans. Ce qui ne nous rajeunit pas du tout pour ceux qui sont allés au cinéma. Mais bon, enfin, moi j'adore cette idée en tout cas qu'on puisse peut-être transmettre Harry Potter à une génération suivante. Et si cette saga peut le permettre, et ben tant mieux. Et tu peux pas faire vivre cet univers qui est tellement riche. Ensuite on passe à The Revenant, film qui a permis enfin à Leonardo DiCaprio d'avoir son Oscar. J'ai moins aimé moi que le Wall Street, donc je vais pas faire mon... moi il aurait dû l'avoir pour le Wall Street et pas pour The Revenant. Mais c'est un film qui, bah pour moi, a marqué parce que, enfin, Leonardo DiCaprio a eu son Oscar. Et je le mets là juste pour ça, parce que même si c'est un film génial, vraiment, il est incroyable ce film, hein. C'est un film super, moi je l'adore. Mais j'ai préféré le Wall Street. Je peux pas l'empêcher, je suis obligé de le dire, je l'ai préféré. Peut-être que pour vous, The Revenant c'est génial, c'est mieux que le Wall Street, mais moi j'ai préféré le ensuite on passe à Deadpool. Deadpool, pourquoi je l'ai placé dans le classement? Parce que c'est un succès pour un film qui n'était pas PG. Et dans l'époque où on était en train de se gaver de Marvel Cinematic Universe, et bien là on a vu un film qui est arrivé violent, sanglant, et d'un coup très mature, très bourrin, et d'un coup bah et très drôle, et bah d'un coup Deadpool, pour ceux qui ont vu une vidéo, il y a une vidéo sur internet où il y a Sofiane, le youtubeur qui a fait le combat des plus grands films de tous les temps, et bordel, t'avais Deadpool dedans, et Deadpool je crois qu'il était arrivé en demi-finale, un truc comme ça, enfin infernal. Tu te dis mais comment ça peut battre des chefs-d'œuvre absolus, voilà, des films qui sont des chefs-d'œuvre. Et bah ce film là il était en demi-finale du tournoi, enfin des trucs affreux. Moi j'avais trouvé ça horrible. Je sais pas comment vous faites pour voter pour un truc pareil, parce que Deadpool c'est peut-être bien un très bon film, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film incroyable, mais c'est un film qui aura marqué, donc on est obligé de le mettre parce que ce film aura marqué les esprits, et surtout aura marqué pour moi en tout cas ce tournant de se dire peut-être qu'on peut faire des films qui ne sont pas PG et qui peuvent marcher au box-office, qui peuvent rapporter de l'argent, et c'est important de le signaler. Ensuite, film qui a marché et qui a marqué pour moi, c'est une sorte de petit Avengers. J'ai pas mis Avengers de l'Ultron parce que je trouve qu'il est assez oubliable au final. C'est Captain America Civil War, et je l'ai mis, pourquoi je l'ai placé, c'est parce que c'est l'année où on est arrivé et en fait on a fait un combat Captain America Civil War contre Batman vs Superman, DCU contre le Marvel Cinematic Universe, et le combat on va dire a été plutôt équilibré. Moi j'ai des défauts à voir dans Civil War, j'ai eu des défauts à voir dans BVS, mais les films sont plutôt bons et la version longue de BVS est particulièrement bonne, voire même très bonne, voire même excellente, moi j'adore ce film. Mais là, en fait, la confrontation va durer 3 mois, parce que 3 mois plus tard, le DCU va nous offrir une purge infâme, Suicide Squad, qui a le seul intérêt de Suicide Squad, pour moi en tout cas, c'est l'équipe qui bosse sur le film, puisque Margot Robbie et Will Smith font un travail exceptionnel, et Margot Robbie est fantastique dans le film. Moi je maintiens qu'elle est top, et que Will Smith fait un boulot exceptionnel. Mais alors par contre, tu n'as aucun scénario, que la réalisation est pourrave, que le méchant est daubé, qu'il n'y a rien à en tirer, bref c'est une catastrophe. Et donc bah, ça a duré 3 mois, parce qu'après tout le monde a commencé à dire le DCU c'est terminé, c'est la catastrophe, il faut t'arrêter, il faut t'annuler, et ça a été bien dommage. Et je vais vous citer ensuite un film français, un film français qui est sorti cette année-là. Et alors là, il y a à boire et à manger, parce qu'il y en a deux. J'ai décidé de vous en citer deux. Le premier, c'est la purge infâme. Le truc, tu le vois, tu te dis, mais qui te veut du mal? C'est bien sûr Les Visiteurs, la Révolution.
Film qui est une suite qu'on n'attendait pas, on n'en voulait pas de cette suite. On n'en avait pas envie, et là tu vois la suite, et là tu fais oh, Gérard Depardieu, il s'en bat les reins, Christian Clavier, il s'en bat les reins, ils sont venus chercher un chèque énorme, tous les autres acteurs jouent quasiment tous ultra mal. Le scénario c'est affreux, t'as l'impression que le film il a été fait mais simplement parce que c'est écrit Les Visiteurs, ça aurait été écrit je sais pas quoi d'autre mais oh, et avec pas les mêmes acteurs mais le film mais il bidait, personne ne regardait ce truc là. Et ce film pourtant a quand même eu son petit public, a quand même été vu en France, mais pour moi là c'est le symptôme, c'est le moment où tu te dis mais le cinéma français mais où vous en êtes. Là en 2016, le cinéma français est allé dans le mur et c'est terminé pour moi dans le cinéma français. Après j'ai quasiment plus vu grand chose parce que à ce moment là mais c'est pas possible de faire des films pareils, tu mets de l'argent parce qu'ils ont dû mettre de l'argent sur la table hein, pour un film pareil et tu vois le film et tu fais quelle horreur. Jean Reno affreux, Jean Reno, je sais pas pourquoi j'ai dit Depardieu, pardon, Jean Reno, pardon, excusez-moi, Jean Reno est affreux dans le film. Il fait aucun effort, Christian Clavier fait aucun effort, bref, c'est une catastrophe ce film, c'est une catastrophe. On passe ensuite à le deuxième film, donc par contre qui pour moi tempère un peu ce que je vous ai dit, c'est un film qui est pas bon non plus, mais qui par contre pour moi est un motif d'espoir peut-être, c'est Max et Léon, la folle histoire de Max et Léon, qui est un film en fait fait par l'équipe du Palmacho, et c'est parce que je suis très fan du Palmacho, et voir en fait qu'ils ont eu la chance de pouvoir faire un film au cinéma, pour moi c'est quelque chose d'important, dans le cinéma français, hein, je parle dans le cinéma français, dans le cinéma mondial ils en ont rien à foutre, j'espère qu'on leur donnera une autre chance, pourquoi pas, j'y crois pas trop, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que le film est pas exceptionnel. Je l'ai vu moi et on retrouve un petit peu de l'humour du Palmacho, oui, mais on retrouve pas des choses que j'aime énormément chez eux. Mais peut-être que c'est en faisant confiance à cette nouvelle génération qu'il y a des choses à dire, parce que ce film au moins a des choses à dire, qu'on arrivera à sauver le cinéma français. Je dis pas que ce film est un chef-d'œuvre, mais quand tu vois que la même année tu peux te retrouver avec Les Visiteurs et que tu peux te retrouver avec Max et Léon, pour moi il y a un gap énorme entre ces deux films. Et donc voilà, donc je dis pas que c'est un film super, mais que c'est un bon film de divertissement. Et je l'ai revu récemment en plus, et j'ai repassé un bon moment devant. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai repassé un bon moment. Voilà pour l'année 2016. L'année 2016, donc comme vous pouvez le voir, elle a été une année assez riche et assez intéressante. Et on continue donc avec l'X-Men Apocalypse, qui est un film qui a coulé, tué, enterré la saga X-Men. Voilà, ça au moins c'est dit. Ensuite on a Les 8 Salopards, film exceptionnel que moi j'adore, que personnellement j'ai un film que je trouve génial et qui est super. L'année 2016 nous a produit un bon film et au moins celui-là on l'a. Et on termine avec mon film préféré de l'année 2016, il s'agit de Creed, l'héritage de Rocky Balboa, film que j'adore, parce que j'adore la saga de Rocky Balboa et la saga de Rocky. Et là, pour moi, wow, tout le monde crève l'écran dans le film. Ryan Coogler fait un film avec une réalisation parfaite, léchée, magnifique, sublime. La musique est top, le scénario est super. J'ai rien à lui reprocher, donc et pour moi, ça va confirmer les statuts de certains acteurs dans ce film. Bon, Stallone n'a pas rien à prouver, mais il y a d'autres acteurs qui ont vraiment pu se révéler dans ce film. Je pense à Tessa Thompson, par exemple, qui apparaît dans le film et qui a un rôle pas forcément hyper facile parce qu'elle joue une handicapée, et, enfin, une handicapée. Elle a un handicap, elle a une surdité, et pourtant elle chante. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est super intéressant. Et d'ailleurs, ça sera repris dans le deuxième, et je trouve que c'est super cool. Et donc je vous le recommande vraiment, voilà, ce film, si vous l'avez pas vu, et vous pouvez le regarder même, je pense, sans avoir vu toute la saga Rocky, je pense qu'il se regarde aussi sans problème. Voilà, bah c'est la dernière chose que je vous dirais sur la saga 2016, on va passer à l'année 2017. On continue avec l'année 2017, et on arrive avec, le fameux, bah vous l'attendez, bah dites-le, Star Wars épisode 8, bah oui, bien entendu. Je vais pas rentrer plus dans le détail, forcément, c'est dans les films les plus marquants de l'année, parce que Star Wars épisode 8, parce que c'est Star Wars, parce que c'est une des plus grosses licences du moment, et qu'à ce moment-là, bah, personne ne pouvait s'imaginer qu'il allait se passer ce qui s'est passé, c'est-à-dire que d'un coup, la communauté Star Wars s'est divisée en deux, qu'il y a eu des gens qui ont détesté, des gens qui ont aimé, et que vraiment là d'un coup, on a eu une scission terrible, et que on n'imagine même pas comment Star Wars épisode 9 peut régler le problème en fait. Et là donc c'est fou et c'est fou et c'est incroyable. Et je vous le dis, Star Wars épisode 8, bah il marquera. On peut dire ce qu'on veut mais il marquera. Ensuite, Coco, film Disney. Très bon film pour moi, un film sur la mort en plus, donc thème assez casse-gueule. Mais qu'est-ce que c'était bien. Et ça m'a ému. Donc bravo. Bravo, bravo.
Ensuite on passe à La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, film qui pour moi montre un petit peu le problème de cette année-là, c'est on fait des remakes, on fait des suites, et on fait des choses qui ont peut-être pas forcément beaucoup de sens juste pour gagner de l'argent. Et le problème, c'est que ce film-là, c'est une catastrophe, La Belle et la Bête, parce que c'est exactement le même que celui qu'on a vu en dessin animé. Donc ce qui fait que soit vous adorez et vous adhérez, soit vous n'aimez pas. Mais on peut pas dire par contre que le film n'a pas marqué. Et surtout il a marqué pour moi le cinéma parce que vu qu'il a été milliardaire, et derrière Disney a lâché les ballons. C'est-à-dire qu'après derrière ils ont dit on va en faire, alors vous allez voir Aladdin, vous allez avoir Roi Lion, vous allez avoir machin. Et ça a été le début, c'est pour ça que moi c'est un marqueur hyper important. La Belle et la Bête 2017, hyper important dans l'histoire du cinéma. Dans l'histoire du cinéma de cette décennie. On passe ensuite à une saga qui est morte, ça y est. Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. J'espère qu'on n'en aura pas d'autres parce qu'après une daube pareille, il faut s'arrêter. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ensuite, Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Alors je le cite parce que ça va me dire, mais pourquoi je dis Jumanji, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais non, c'est pas un chef-d'œuvre Jumanji. Et c'est pour ça que je le mets dedans. C'est que Jumanji, c'est le premier film pour moi où on peut dire qu'il a cartonné. Il a été chercher un énorme score au box-office. Il a marché aussi parce qu'à ce moment-là, il y a eu un vide. C'est-à-dire que les films qui auraient dû marcher n'ont pas marché. Et il est resté premier du box-office pendant hyper longtemps. Il a continué à engranger de l'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que pour moi, c'est le film qui montre et qui symbolise le fait que Dwayne Johnson est devenu une méga star et un acteur sur lequel on se mise. C'est-à-dire que maintenant, on peut se dire, je vais voir un film parce qu'il y a Dwayne Johnson à l'écran. Et c'est le premier film où ça se produit. Et ça, c'est pas mal. Ensuite, on passe à La La Land. La La Land, très bon film. Film qui mise beaucoup sur sa musique. Moi, j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas trop mon style de film. Mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a Logan. Logan, film qui, alors là, a tout cassé sur son passage. Film ultra badass, ultra intéressant. Qui a vraiment montré un Hugh Jackman comme moi je me le connaissais. C'est vraiment comme un exceptionnel acteur. Qui a clôturé la saga Wolverine chez les X-Men. C'était génial. Voilà, bravo, c'était génial. Ensuite, ça, premier film, un autre film d'horreur que je place dans cette sélection, mais ça, il faut quand même le dire, le nouveau ça, il a eu un buzz énorme. Je connais très peu de monde qui sont pas allés le voir au final, à part ceux qui n'ont pas l'âge, Et ceux qui avaient l'âge, beaucoup de gens sont allés le voir, ou en tout cas l'ont vu depuis, parce qu'il y a eu un tel buzz positif sur le film, que pour moi c'est un film marquant. Ensuite, Wonder Woman. Et alors là, pour moi, là, c'est le problème. Wonder Woman, c'est le film. Vous savez, DCU, ça fait que vous vous installez dans une place. Vous savez pas si vous allez avoir un film génial comme BVS, si vous allez avoir un film affreux comme Suicide Squad, si vous allez avoir un très bon film comme Wonder Woman, ou si vous allez avoir un film affreux comme Justice League. Et ce qui fait que pour moi, c'est vraiment un symbole cette année 2017 parce que c'est l'année où vraiment ils ont réussi à faire deux films qui ont eu des avis très différents. Wonder Woman, les gens l'ont adoré, la vision féministe, le machin et tout, enfin tout ce que vous voulez, tout a été, le film a cartonné au box-office. Et derrière t'enchaînes, tu passes Justice League et là ça remet le DCU dans la même année au fond du gouffre et c'est la catastrophe. Le film que personnellement j'ai préféré de cette année, c'est sans surprise, La Planète des Singes, Suprématie, un chef-d'œuvre. Je l'ai adoré. C'est mon film préféré de cette année-là. Vraiment sans aucune hésitation. La motion capture n'a jamais été aussi folle que dans ce film. D'ailleurs, le premier plan du film, quand vous avez la tête là comme ça de César, que la caméra est juste devant et tout, et qu'on le voit dans la forêt et tout, elle est magnifique. Magnifique. C'est vraiment du très grand art. Si vous avez jamais vu la saga de La Planète des Singes, je vous la recommande. C'est une magnifique trilogie. Et le troisième film, chef-d'œuvre. On passe ensuite à un film qui est certainement pas marquant, mais par contre je voulais le citer parce que moi personnellement il m'a marqué parce que j'ai trouvé génial. C'est Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, film qui s'est explosé au box-office, qui a été boudé par tout le monde, qui fait qu'on n'aura jamais tué les eras. Et pour moi qui est symptomatique à ce moment-là en fait de l'état du marché du film. C'est-à-dire que ce film aurait dû être bien plus regardé. Je dis pas que les gens auraient dû, je dis pas qu'il faudrait éviter avec le milliard, c'était pas le but. Mais par contre le film qui fasse des audiences, qui fasse un résultat aussi catastrophique, je ne m'y attendais pas. Le studio s'y attendait pas. Pourtant il a eu des bonnes critiques, je sais que Durandal avait fait une bonne critique, moi j'ai adoré le film. Mais là c'est vraiment le symbole pour moi que à partir de là, on a commencé à vouloir nous pondre toutes les merdes et toutes les daubes infâmes des suites. Je vous prends des exemples.
Transformers The Last Night, Alien Covenant. Mais quel enfer! Mais des suites qui sortent, des films affreux. Tu les regardes, tu perds de l'argent. Et là, justement, ils ont voulu lancer une nouvelle saga. Et cette nouvelle saga, catastrophe. La catastrophe. Et ensuite, on passe à Blade Runner 2049. Ce sera le dernier film que je dois vous citer dans cette partie-là de vidéo, en 2017. C'est un super film, Blade Runner 2049. Moi, je l'adore. Je le trouve super. Et je vous le recommande chaudement si vous l'avez jamais vu. Blade Runner, c'est un film qui mérite en tout cas que vous l'ayez vu. Parce que Blade Runner, alors moi en plus, petite anecdote, j'avais pas vu le premier. Moi je me suis lancé vraiment dedans sans avoir vu le premier, donc bon, j'y étais avec des amis, donc voilà, je me suis dit allez, on y va, on va voir ce que ça donne. Et puis j'ai vu le film et j'ai réussi à accrocher les wagons et à plus ou moins bien comprendre, et c'était un très bon moment. Mais je pense que ceux qui avaient vu le premier, peut-être que ça aurait été un peu plus clair. Parce que pour moi c'était des petites zones d'ombre, des choses qui n'étaient pas toujours... Enfin voilà. Mais très bon film de l'année 2017, voilà. Et donc c'est l'année 2017 qui se termine avec ce film. Alors en tout cas, c'est des films dont je devais vous parler, et donc on va passer à l'année 2018. On passe à l'année 2018. L'année 2018, alors vous allez voir, elle est assez simple à chroniquer. Pourquoi? Parce que déjà, là, je vais vous parler du cinéma français. J'en ai pas reparlé là depuis quelques temps, je vous avais un petit peu foutu la paix avec ça, mais alors là, l'année 2018, écoutez bien, entendez bien là, regardez la sélection que je vous fais. On a enchaîné la même année Les Tuches 3, Alad 2, et on enchaîne Taxi 5. Alors je sais pas dans quel ordre, mais alors là... Et alors là, c'est le symbole de tout ce qui va pas dans le cinéma français. On fait des suites qui ont aucun sens. Les acteurs en ont rien à foutre. Tu fais des suites, c'est l'enfer. Et pourtant, ça a marché. Taxi 5, il a cartonné. Les Tuches 3, il a cartonné. Alad 2 a cartonné. Donc je peux pas dire que pour les Français, ça n'aura pas été des films marquants, parce qu'effectivement, ils ont marché au box-office. Mais alors, mais quelle horreur! Des films aussi horribles. Et c'est là, à partir de là, qu'on peut dire vraiment que le cinéma français, c'est devenu de la grosse daube. Et c'est au moment où je vous dis ça, que vous vous dites, mais non! Parce qu'il y a un film qui est sorti cette année-là, qui sauve le cinéma français. Il s'agit de Astérix et le secret de la potion magique, fait par Alexandre Astier. Idée originale d'Alexandre Astier, dessin animé, film d'animation, fait par Alexandre Astier, écrit par Alexandre Astier, réalisé par Alexandre Astier. Bref, la patte d'Alexandre Astier sur ce film est absolument incroyable et je l'ai tout simplement adoré. C'est le film du cinéma français cette année-là, sans aucun problème. C'est un film génial, je vous le recommande chaudement. Et franchement, quand vous avez enchaîné là les 3 daubes, Les Tuches 3, Alad 2 et Taxi 5, si vous avez survécu à ça, si jamais vous avez passé une soirée, que vous avez vu ça, vous avez vu les 3 d'un coup là, je sais pas comment vous faites pour être encore en vie avec nous présentement. Et là, vous passez à Astérix, le secret de la potion magique, mais vous allez halluciner. C'est un bijou. On passe ensuite à Les Indestructibles 2, qui est pour moi la preuve encore une fois de cette volonté de faire des suites et des suites et des suites et des suites, et qui n'ont pas d'intérêt. Et là, Les Indestructibles 2, malheureusement, le film n'a pas grand intérêt. Alors que c'est un film intéressant, c'est un film sympathique, mais au final, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une suite? Je ne crois pas. Et aujourd'hui, c'est tellement facile de faire des suites, et je vous en parlerai à la fin dans le listing, mais il y a tellement de suites, qu'on cherche des idées neuves, et je vais pas vous la faire à la ratatouille, mais j'aimerais une idée neuve. Et bah oui, on aimerait des idées neuves des fois. Et bah pour moi, quand je vous ai parlé du roi Arthur juste avant, c'était quand même une volonté d'essayer de nous raconter une idée neuve, même si le roi Arthur a déjà été explosé dans tellement de films avant que bon, mais c'était quand même une volonté de raconter quelque chose d'autre, etc. Là, on n'a pas d'idée neuve dans cette année-là, ou très peu, vous allez voir, regardez. Ensuite on enchaîne, on a Bohemian Rhapsody. Bon, très bien, moi c'est pas un film pour moi, parce que c'est un film sur Freddie Mercury, qui m'intéresse pas plus que ça. Je l'ai vu, et franchement ça m'a pas emporté. Je trouve qu'en plus le montage est affreux, enfin voilà, c'est pas trop mon truc, donc bon, si ça vous plaît, n'hésitez pas, mais moi ça m'a pas plu. Mais je sais que c'est un film qui a cartonné en tout cas cette année-là. Et là t'enchaînes, et là t'as tous les films de super-héros. Et les films de super-héros, par exemple, c'est des suites. T'as Black Panther, t'as t'as le Aquaman, qui sont 2 bons films, qui ont été 2 bons films. Tu as Venom cette année-là, Venom qui est sorti, qui lance le Spider Universe à la part du MCU. On sait pas ce que ça va donner, mais le film a pas ultra cartonné. Et ben depuis on va annoncer des suites, on annonce peut-être Morbius, etc. En fait, tout est volontaire pour essayer de créer des suites, etc. et créer de continuer à exploiter ces licences à fond. Et pareil, cette année-là, on se retrouve avec Solo Star Wars Story, qui est l'accident industriel qui condamne Star Wars et qui fait qu'aujourd'hui on ne sait même pas si Star Wars épisode 9 va réussir à marcher. T'as ensuite derrière
tu as Jurassic World Fallen Kingdom. Jurassic World Fallen Kingdom qui est sympathique mais sans plus, qui est pas exceptionnel, qui a des problèmes de rythme, la réalisation pour moi est plutôt convenue, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, etc., etc., beaucoup de problèmes dans ce film. Mais Jurassic World Fallen Kingdom, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais le film a cartonné, a marché. Les gens sont allés le voir, ils sont curieux, et ils aiment la saga Jurassic Park. Et on ira voir le dernier, on ira le voir parce que on aime cette saga, parce qu'on a envie de savoir ce que ça va donner. Ensuite, là, qu'est-ce que je vous ai pas cité? On a Mission Impossible Fallout. C'est justement pour vous dire aussi que Mission Impossible, elle traverse cette décennie. Et elle nous sort des films qui sont corrects, mais sans plus, qui font pas de vagues, qui sont pas des gros succès, qui sont pas des gros machins, mais qui sortent et qui sont de relative qualité. Moi, je me suis jamais ennuyé de voir Mission Impossible, mais ça n'a jamais été mes films de cœur. Mais je suis obligé de le reconnaître ils ont traversé la décennie et c'est peut-être... Alors pour moi c'est très rarement Hunger Games, La Planète des Singes qui sont les sagas qui auront marqué là, si on enlève le MCU. Mais ça c'est peut-être Mission Impossible, c'était une saga qui réussira à traverser cette décennie et peut-être arriver à la prochaine. Je pense que c'est pas fini. J'ai exclu un petit peu les James Bond qui étaient plutôt corrects, mais je décide pas trop en parler. Mais effectivement il y a des James Bond plutôt corrects dans cette décennie aussi. Mais voilà. Ensuite, on a Pentagon Papers, pardon, qui est un film sur le milieu des journalistes, qui nous replonge un petit peu dans le passé et qui est vraiment super. Si vous aimez un film qui est bien réalisé, avec des bons acteurs et qui vous font revivre une époque du journalisme, je pense que c'est un film qui est parfaitement fait pour vous. On passe ensuite à mon film préféré de l'année 2018 et il s'agit de Ready Player One que j'ai adoré, de Steven Spielberg. Alors je sais que pourtant le film divise, mais alors moi il me divise pas du tout, moi je l'adore, donc comme ça au moins je peux pas me tromper. C'est un film génial, rien que déjà pour la scène avec le DeLorean, avec King Kong et le T-Rex, rien que pour ça ça vaut le coup d'œil. Donc voilà, je peux pas vous en dire mieux. Franchement, regardez Ready Player One, c'est un film sublime. Et en plus, vu que le film n'a pas cartonné au box-office, pour moi c'est un film qui aurait dû faire le milliard. Il a fait que 500 millions, ce qui est pas mal, hein, mais ce qui est pas suffisant pour moi. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. Et franchement, j'espère que vous avez pu rattraper le retard, ça vous avez pu le voir sur Canal+, quand il a été diffusé, ou en Blu-ray, ou en DVD, j'en sais rien, peu importe l'endroit où il sera diffusé, quand il sera diffusé sur TF1, je sais pas s'il a déjà été diffusé sur TF1, je pense pas, mais voilà, s'il est diffusé quelque part un jour, et que vous l'avez jamais vu, regardez-le, c'est un bijou. Alors oui, par contre, il a tous les défauts des films des années 80, c'est-à-dire que c'est pas un film avec un scénario à tiroir, avec plein de trucs, plein de compliqués, non, c'est une route simple. Il y a un objet à récupérer, il faut récupérer l'objet, donc on fait des missions pour récupérer l'objet. C'est juste ce qu'on aimait dans les années 80 et qu'aujourd'hui on n'aime plus parce qu'on est devenu un petit peu machin. Et pourtant moi les films des années 80 je les re-regarde avec grand plaisir. Et Ready Player One je l'ai déjà regardé. Je l'ai déjà regardé au moins 6-7 fois déjà parce que je le trouve absolument génial. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur l'année 2018. Est-ce que je vous ai parlé d'Avengers Infinity War? Oui, peut-être. Avengers Infinity War, très bon film également dans l'année 2018. Je sais pas si je l'ai fait donc dans le doute. Je vous ai parlé d'Aquaman, je sais, et de Black Panther. Moi j'ai adoré Avengers Infinity War, un super film. Mais par exemple Black Panther, par exemple, je pense que ça a plus marqué aux États-Unis qu'en France. Avengers, lui par contre, il a marqué surtout de la planète. Et l'arrivée de Thanos, le truc. Enfin, quel film, très bon film. Et 2019, maintenant, c'est la dernière année de cette décennie, donc on passe à l'année 2019. Et donc voici la fin de cette décennie. On y est, l'année 2019. Et l'année 2019, déjà, Le Roi Lion. Oui, Le Roi Lion, on peut dire ce qu'on veut, mais moi je suis allé le voir, hein, comme à Neville, hein. Et je suis allé revoir exactement le même film que ce que j'avais payé quand j'étais gamin, mais l'important c'est que ça a peut-être permis à une nouvelle génération de découvrir Le Roi Lion, et c'est peut-être ça le but, c'est peut-être déjà pas si mal, voilà. Clairement pour moi c'est un film, revoyez plutôt le Disney d'origine, mais c'est un film qui aura marqué. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est un film qui aura marqué. Avengers Endgame, bien entendu, Avengers Endgame, film exceptionnel cette année, film top pour moi qui est un super film du MCU, qui pourtant a quelques petits problèmes de scénario pour certains, mais et voilà, en particulier de cohérence avec Captain America, mais pour moi, qui a récompensé les gens qui ont suivi le MCU pendant 11 ans. C'est-à-dire quand vous voyez le film, toutes les références, tout ça, ça a fait quand même grave plaisir. Et je pense que c'est un film qui clôture bien cette première ère Thanos. Alors pourtant, la phase se termine avec Spider-Man qui arrive juste après. Mais pour moi, là, ce film-là, il aura marqué. Il aura marqué l'histoire, en tout cas, de cette période. Et c'est important. Et Avengers Endgame, c'est le plus gros succès du cinéma. Et donc rien que pour ça, il doit être cité. Ensuite,
Cinéma français, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? L'exemple parfait d'un film qu'on fait parce que le premier a cartonné et qu'on veut faire une suite. Et donc là, on récupère les défauts qu'on trouve à Hollywood. Une catastrophe, une bouse. Mais voilà, c'est la maladie, comme je l'ai dit, c'est la maladie du cinéma mondial. Pareil, on enchaîne avec une suite qui n'a aucun sens et qui n'a aucun intérêt. Toy Story 4, aucun intérêt. Le Toy Story 3 était une conclusion parfaite. Et on se retrouve avec un Toy Story 4 qui s'imbrique particulièrement mal dans cette saga et qui donc malheureusement va faire qu'on va avoir 4 films qui, on espère, on n'aura pas un de plus, mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais là, très clairement, vous voyez Toy Story 4, vous vous dites mais pourquoi ce film existe? Et je n'ai pas la réponse à part l'argent. Ensuite, on a Captain Marvel. Alors c'est juste, je l'ai mis parce que Captain Marvel, pourquoi? C'est parce que je trouve que c'est le film de la maturité et le film de l'angoisse. Pourquoi? Parce que à partir de maintenant que l'on peut mettre Samuel L. Jackson en version jeune, ça veut dire qu'on n'a plus aucune limite. Pourquoi on ne peut pas faire ça donc avec tous les acteurs? Et donc Will Smith pourrait jouer un jeune Will Smith pendant des décennies. On peut avoir donc des acteurs qui peuvent avoir une deuxième jeunesse. Harrison Ford peut très bien rejouer un jeune Star Wars. On peut refaire un Han Solo si vous voulez un solo. Vous réutilisez le visage de... Vous reprenez Harrison Ford et vous le rajeunissez. Et donc on se retrouvera avec Harrison Ford, le jeune. Osez me dire que ça peut pas arriver. Osez me dire que ça ne peut pas arriver. Hein? Osez me le dire. Bah voilà. C'est-à-dire que pour moi ce film, c'est le début de peut-être de la nouvelle ère, de la nouvelle décennie 2020. Parce qu'à partir du moment qu'on peut faire ça, pourquoi s'en priver? Pourquoi ne pas faire rajeunir Al Pacino? Pourquoi ne pas faire, je sais pas moi, les possibilités sont immenses. Maintenant qu'on peut rajeunir Samuel L. Jackson, peut-être qu'on peut faire une suite à Pulp Fiction, enfin, vraiment des choses horribles que je n'ai pas envie de voir. Mais cette technologie peut permettre des choses qui m'angoissent terriblement, qui permettent des suites, qui permettent des choses qui m'angoissent, je dois le reconnaître. On peut très bien avoir des suites de films où justement les personnes sont trop âgées pour pouvoir faire ces suites normalement, et qui là, grâce à cette technologie, on peut faire rajeunir. Donc ce film, il faut absolument pas le négliger, c'est peut-être un film majeur de l'histoire du cinéma. Je parle même pas de l'histoire du cinéma américain, ça peut être un film majeur du cinéma mondial par rapport à ce qu'il a fait. Alors certains vont me dire, non mais la technologie avait été utilisée en Ant-Man et la Guêpe. Oui mais sauf qu'il avait été utilisé mais vraiment à tout petit bout quoi. Et il avait utilisé un petit peu dans Star Wars aussi, mais là pour moi, il a vraiment été utilisé pour, et ça se voit. Et je pense qu'il y a un potentiel immense avec ça et qui m'inquiète beaucoup. On a également Spider-Man Far From Home. Alors j'ai juste mis là parce que c'est le Spider-Man, c'était le dernier Spider-Man du MCU. Et depuis, ça a été renégocié, donc ce sera pas le dernier. Mais c'était juste pour dire que voilà, sinon, c'était le dernier film du Spider-Man du MCU et qu'il allait disparaître. Mais bon, depuis, Spider-Man est à nouveau dans le MCU, donc ce film a moins de sens dans ma liste, mais je l'avais fait avant la sortie de cette news, donc je l'avais pas enlevé. Ensuite, Once Upon a Time in Hollywood, film qui a pas mal fait parler. Alors moi, j'ai pas été ultra fan, mais je reconnais que par contre, Tarantino a fait un très bon travail de réalisation et surtout de fin. C'est-à-dire que la fin est super. Mais alors par contre, il y a un problème de rythme sur ce film qui est une catastrophe. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait des bonnes idées, des trucs hyper intéressants. Et peut-être par exemple déjà qu'il est trop long. Déjà. Donc peut-être problème. Leonardo DiCaprio ne peut pas tout faire tout seul malheureusement. Il y a des moments, il faut aussi lui donner du texte. Il faut aussi lui donner des choses à faire. Et là très clairement c'est pas le cas. Ensuite on a Creed 2. Creed 2, la suite de Creed. Très bon film, moi j'ai beaucoup aimé également. Donc très bonne suite. Ensuite, ça, chapitre 2, donc toujours dans la même continuité. Moi, j'ai beaucoup moins aimé ça, chapitre 2. J'ai beaucoup moins aimé par rapport au chapitre 1. Et déjà, j'avais pas aimé le chapitre 1, alors là, j'ai encore moins aimé. Mais bon, c'est comme ça. Et mon film que j'ai préféré de cette année, c'est Joker de Todd Phillips. Je ne fais aucun suspense parce que c'est le film vraiment où j'ai pris une grosse claque quand je suis allé voir au cinéma. Je l'ai même mis dans mon titre de ma vidéo critique qui est toujours disponible sur la chaîne. Franchement, je l'adore ce film. Donc je vous le recommande, mais chaudement. Et derrière, on a deux films. On a X-Men Dark Phoenix, qui est le dernier film de la saga X-Men. Donc je l'ai mis dedans, mais pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire que c'est enfin la fin de la saga X-Men. Et que ça va être le début, dans la nouvelle décennie, de la saga X-Men MCU. Et donc on attend de voir un peu ce que ça va donner. Mais personnellement, je suis impatient de voir quand même. De voir ce qu'ils vont faire des 4 Fantastiques, de voir ce qu'ils vont faire des X-Men dans le MCU. Parce que... aujourd'hui, on avait une proposition différente du côté du côté de la Fox, pardon. Et je voulais juste revenir là-dessus, c'est que j'ai pas mis Deadpool 2 parce que je trouve qu'il est carrément moins bien et qu'il a pas marqué autant quand même son année. Mais que, par exemple, comment ils vont faire pour faire un Deadpool PG par exemple? Ça c'est compliqué. Donc on va voir.
Et le dernier film qui au moment où je tourne la vidéo n'est pas sorti, mais qui marquera très probablement cette année et cette fin de décennie, qui sera le dernier film. J'ai failli vous mettre La Reine des Neiges 2 également, j'y ai pensé, mais en fait il faudrait que je sache si le film va vraiment cartonner ou pas, ou si ça sera une suite et peut-être que ça va moins bien marcher. Mais vu que là j'avais cité La Reine des Neiges 1, peut-être que La Reine des Neiges 2 marchera également, mais je pense que là ça mériterait d'attendre en tout cas qu'il soit sorti. Au moment où je tourne la vidéo, il n'est pas sorti. Et on a Star Wars épisode 9, dans Star Wars épisode 9, bah, de toutes les manières, ça sera un film révolutionnaire parce que ce sera un film peut-être qui va enterrer la saga Star Wars, qui va faire que plus jamais on fera de Star Wars, sauf en série peut-être, et en film on n'osera pas trop en faire. Donc on va attendre peut-être 10 ans pour en refaire, pour qu'il y ait une hype qui remonte. Peut-être ça va être ça, peut-être, on peut pas savoir. On peut pas savoir au moment où je tourne la vidéo quel film va nous sortir les studios Disney. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à faire votre sélection, vous, des meilleurs films de la décennie. Vous pouvez me mettre un film par décennie, un film par année. Vous allez voir, c'est pas facile du tout. Déjà, je vous ai pas mal aiguillé. J'ai retiré un petit peu tout ce qui n'avait pas marché, tout ce qui n'était pas intéressant. Et tous les films qui ont été marquants, ça peut être marquant pour des bonnes raisons, marquant pour des mauvaises raisons. Mais voilà. Et c'est une décennie qui se clôture. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va être clairement dans une nouvelle phase là, du Marvel Cinematic Universe, par exemple. Donc voilà, qui va commencer. Est-ce que le DCU va pouvoir survivre, va pouvoir se remettre en avant? Alors on va voir, parce qu'il y a pas mal de films qui sortent l'année prochaine. Donc peut-être que ça va être un renouveau, peut-être que ça va le tuer définitivement. On va avoir pas mal de nouvelles franchises, je l'espère. En tout cas, j'y croise les doigts pour qu'on ait des nouvelles franchises, parce qu'il y a certaines franchises qu'on ne veut plus. Je ne veux plus d'un nouveau Terminator, le dernier est une catastrophe. Je ne veux plus des Indestructibles. Je ne veux plus des remakes live action. Je veux plus d'un Toy Story 4. Je ne veux plus de... Enfin voilà, j'aimerais bien qu'il y ait quand même des nouveautés. Alors quelqu'un qui pourrait me dire, mais oui, tu avais mis Creed. Ouais, mais Creed, pour moi, il y avait vraiment une volonté de te raconter quelque chose de différent. Là, on a beaucoup trop de suites. Je veux pas un Tuche 4, je veux pas un Alad 3, je veux pas un Taxi 6, s'il vous plaît. J'aimerais des nouvelles idées, des idées neuves, et je t'aimerais là-dessus. On va citer Ratatouille. J'aimerais une idée neuve, et ben je sais pas où elle est. Peut-être que justement les idées neuves se trouvent aujourd'hui sur les séries télé, qui osent beaucoup plus, qui osent des choses, qui osent tenter des choses. Et là, cette décennie en termes de séries télé a été exceptionnelle, parce que justement on a eu des propositions géniales de partout, on a eu des propositions sublimes, et voilà, je vous les recommande. Et peut-être que je vous ferai aussi le top de la décennie, mais c'est extrêmement compliqué vu le nombre de séries qui est sorti, et puis le nombre aussi de saisons, parce qu'il y a des saisons par exemple qui ont été catastrophiques, d'autres bonnes, donc ce qui fait qu'il faudrait que je parle de certaines saisons, certaines années qui sont bonnes, et après dans d'autres années où les saisons ont été catastrophiques en fait. Donc c'est très compliqué à faire. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le faire avec les films, parce que je trouve que ça s'y prêtait mieux. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour dans le lien YouTube qui est dans la description, ça aide beaucoup la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour plein de vidéos sur la chaîne YouTube. Ciao!